Bonjour, bienvenue, je suis Amandine, la fondatrice du Journal pour Soi et également votre hôte sur le podcast Pour Soi. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous traversez un moment difficile dans votre vie, comme la perte d'un proche, un burn-out, une séparation ou une maladie, ce podcast est fait pour vous. À travers des interviews avec des professionnels du bien-être, nous allons vous donner des solutions concrètes pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. J'ai invité sur le podcast Manon qui a traversé une crise du quart de vie. Cette crise des 25 ans l'a poussée à faire une grosse introspection, à essayer de mieux comprendre et mieux gérer son anxiété, son hypersensibilité et ses crises d'angoisse. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours dans le développement personnel. Je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin. J'espère que son témoignage pourra aider des personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Manon. Bonjour Amandine. Bienvenue sur le podcast Pour Soi. Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Peux-tu nous expliquer un peu ton histoire ? Pourquoi as-tu commencé à t'intéresser au développement personnel ? Tout a commencé l'année dernière, donc ça a commencé au mois de février. Un mois plus tard, j'allais avoir 25 ans et j'allais acheter ma première maison. Donc tout ça pour moi c'était des événements positifs et un mois avant tout ça j'ai fait une grosse crise d'angoisse qui est apparue assez spontanément et c'était la première de ma vie et elle a un peu chamboulé ma vie complètement. Je me suis pris un peu un raz-de-marée émotionnel en pleine tête et j'ai commencé à développer de l'anxiété avec un trouble obsessionnel compulsif. Donc ça a été très compliqué, ce qui m'a amené à consulter une psychologue parce que je n'arrivais plus à gérer mes émotions, j'avais des pensées très négatives et je comprenais pas d'où ça venait, j'avais complètement l'impression que j'allais perdre pied à tout moment, que j'allais devenir folle si je puis dire, je mets entre guillemets le mot folle parce que c'est assez péjoratif pour moi. Mais par contre, tu n'avais pas mis des mots là-dessus, tu ne savais pas ce que c'était Non, à la base. Pas du tout, j'étais complètement perdue. J'avais énormément de questions existentielles qui me revenaient, j'avais très peur, je me disais que d'un coup tout me semblait tout noir, que j'étais très malheureuse, voilà. Et je me suis dit, il est grand temps pour toi de consulter une psychologue et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer et de faire une thérapie, une TCC, donc une thérapie comportementale et cognitive. Et donc en fait, aussi pour préciser un peu, toi, ce qui a déclenché tout ça aussi, c'est que tu avais une peur assez importante de devenir folle, en fait, de la folie. Oui, c'est ça. En fait, ce soir-là, j'avais l'impression de complètement perdre pied et que mon corps ne m'appartenait plus. Et je pense qu'une des grandes caractéristiques de l'anxiété, c'est justement cette sensation corporelle de mal-être et de non-contrôle, si je puis dire. Et en fait, c'est ce qui a déclenché en moi une peur. La pensée négative m'a traversé la tête que je pouvais potentiellement devenir folle. Et du coup, c'est ce qui m'a amenée à consulter des sites, à consulter Google, le syndrome Doctissimo, la chose qui n'est pas du tout à faire et que je ne conseille pas aux gens de faire, mais c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai commencé à regarder des sites, des forums, en consultant les symptômes de toutes les maladies mentales, que ce soit la schizophrénie, la bipolarité, voilà, toutes ces maladies-là qui font très peur à tout le monde et voilà, j'ai un peu ouvert la porte de l'enfer et c'était difficile pour moi de faire demi-tour. Parce qu'en fait, plus vous cherchez à vous rassurer, plus vous ancrez les pensées autour de ce sujet et plus vous angoissez en fait. Et en fait, je tournais en boucle sur ces sujets-là et ça a été très long avant de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là et qu'est-ce que je pouvais faire pour m'en sortir. Mais c'est à ce moment-là aussi où il faut que tout le monde comprenne que c'est important de demander de l'aide à ce moment-là parce que si on reste avec son ami Google ou Doctissimo, c'est là où ça peut partir en cacahuète parce qu'on va aller tellement loin, on va se poser tellement de questions, mais vu qu'on n'est que dans notre tête, on n'aura pas le bon diagnostic dans tous les cas. Donc dans tous les cas, il faut aller demander de l'aide. Et donc ça suit ma question suivante. Vers quel type de thérapeute tu t'es tournée pour t'aider à aller mieux ? Tu as parlé de psychologue. Est-ce que tu es allée voir... déjà, tu peux nous expliquer un petit peu...
Alors, oui, ma démarche avec la psychologue, elle a été rapide. C'est la première personne que je suis allée voir parce que je me sentais vraiment mal. Il fallait absolument que je trouve une solution à ces symptômes d'anxiété qui étaient très difficiles à vivre. Parce que ils étaient très très durs. Je me levais le matin et j'étais anxieuse du matin au soir, et la seule chose qui me motivait le matin, c'est que j'allais me coucher le soir, et la nuit au moins je ne pensais pas en fait. Donc j'ai commencé par une thérapie. Ça a été très intense parce que je suis arrivée en pensant traiter un seul sujet, et en fait vous abordez tous les aspects de votre vie. Qui fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos pensées, vos croyances. Et du coup, vous apprenez à déconstruire ces schémas qui sont fortement ancrés en vous. Moi, mes schémas qui étaient fortement ancrés, c'était la peur de la mort et du danger, la négativité et le pessimisme, et la personnalité atrophiée. Personnalité atrophiée, c'est qu'il y a besoin de validation des autres pour se faire accepter, en fait. Donc ça a été très compliqué pour moi de déconstruire ces schémas qui étaient fortement ancrés. Et en fait, vous vous rendez compte qu'ils sont créés au fil du temps, avec votre enfance, votre adolescence, et moi, ma jeune vie d'adulte, parce que pour l'instant, j'ai pas encore créé une grande vie d'adulte. Mais c'était très rare, en fait, de voir des jeunes comme moi se poser autant de questions et arriver avec des vraies questions existentielles et une peur vraiment de l'avenir et de la vie d'adulte. C'est comme si, en fait, devant moi, il y avait une marche de vie d'adulte, et que d'un coup elle était devenue beaucoup trop grosse à franchir, et que j'ai eu très très peur en fait. En médecine un peu plus parallèle, si je puis dire, je suis allée voir d'autres types de thérapeutes, une hypnothérapeute dans un premier temps, parce que depuis que je suis petite, j'ai très peur du noir et je fais beaucoup de cauchemars, donc dû à l'anxiété, parce que j'avais l'impression que l'anxiété s'était développée d'un coup, mais en fait, quand vous étudiez un peu votre personnalité et que vous racontez comment vous avez vécu, vous vous rendez compte que vous êtes anxieuse depuis des années. Donc, je suis allée voir une hypnothérapeute pour ça, pour ces deux aspects-là, qui a été très utile sur cette partie peur de la nuit et du noir. Donc ça, c'est quelque chose de très bénéfique que je conseille à beaucoup. Après, je pense que quand on s'intéresse au développement personnel, il y a d'autres sujets qui s'amènent à nous, et notamment la spiritualité. Et il y a d'autres aspects et d'autres choses à traiter qui sont plus profondément ancrées dans notre âme, et qui viennent soit des vies antérieures, soit des ancêtres qui restent ancrés en nous, ou des lignées karmiques, des lignées familiales. Il y a des choses à nettoyer comme ça, qui font que je me suis dirigée aussi vers des énergéticiennes et des magnétiseuses, qui sont là aussi pour soigner un aspect que vous-même vous pouvez ne pas vous rendre compte, et qui est très utile en fait. Elle vous nettoie un peu des énergies négatives, et c'est vrai que parfois on s'en rend pas compte. Moi par exemple, si je peux donner un exemple et que vous êtes ouvert sur la spiritualité, moi la première fois que j'y suis allée, j'avais pas mal d'entités sur moi, parce que je suis quelqu'un de très sensible et du coup je les attire. Et en fait, cette sensibilité a fait que j'avais des âmes qui étaient très tristes, très mélancoliques, et qui appuyaient sur ces sujets-là, et qui faisaient que je tournais un peu dans un cercle noir de pensées négatives. Et à partir du moment où on les a traitées et que j'ai appris à me protéger de ces âmes ou de ces énergies négatives avec la lithothérapie, je me suis sentie beaucoup mieux et beaucoup plus apaisée. Voilà. Alors, t'as dit la lithothérapie, c'est ça ? Oui. D'accord. La lithothérapie, c'est se soigner, s'aider à travers les pierres. Donc il existe différentes pierres. Vous pouvez voilà, tout ça, des cristaux ou des pierres brutes. Il y a pas mal de boutiques aujourd'hui qui vendent des minéraux, etc., et qui pourront vous conseiller sur les pierres qui vous vont le mieux. Ça dépend de votre signe astrologique, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de plein de choses. Et puis chaque pierre a ses vertus différentes. Il y en a qui sont là pour vous protéger, il y en a d'autres qui sont là pour vous apporter de l'amour, il y en a qui sont là pour vous apporter de la joie. C'est un peu varié. Après, c'est important, je veux juste faire un petit disclaimer, parce que voilà, alors Manon, là tu parles de choses qui sont quand même assez, tout ce que t'as dit, spiritualité, il faut être ouvert à ça, mais je veux aussi, parce que les auditeurs ne te connaissent pas, mais je veux aussi que tu expliques que t'es quand même quelqu'un de très ancré, on va dire, t'es pas une personne wouhou. Pas du tout, et j'ai découvert ça vraiment
par hasard. Moi, j'ai un travail, j'ai un emploi, je suis dans le marketing et la com, je suis responsable dans une grande entreprise. Voilà, j'ai découvert cette partie un peu plus spirituelle en m'intéressant au développement personnel. Et c'est vrai que j'ai compris aussi pas mal de choses sur ma personnalité. Par exemple, c'est en soins énergétiques que j'ai compris que j'étais hypersensible. Ce qui m'a permis aussi de m'ouvrir à ce sujet et de comprendre qu'est-ce qu'était l'hypersensibilité, qui est aussi un aspect d'une personnalité qui fait que on voit le monde différemment et on évolue différemment, et c'est bien de savoir. Enfin, quand on est hypersensible, pour moi, c'est comme si on voulait rentrer dans une case et on n'était pas dans le bon moule, voilà. Et que c'est ça, on se sent totalement différent. Moi, il y avait des moments où j'étais avec des amis et je les regardais et je me disais, mais j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Où ma sensibilité était tellement forte, où j'avais envie de pleurer à des moments où je me disais, mais je sais pas, t'es différente, t'es folle, tu ne ressembles à aucune personne autour de toi. Et j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était l'hypersensibilité. Et je trouve que c'est, voilà, grâce à ça aussi, on découvre d'autres aspects. Et je pense que se coller des étiquettes et mieux se comprendre, c'est quand même bien. Et on en parlait avant d'enregistrer l'épisode, c'est que c'est vrai que c'est tellement mal vu, la sensibilité, et on en parle tellement peu que déjà nous en tant que femmes, on a l'impression des fois qu'on est bizarre, qu'on n'est pas normal, on est souvent pointé du doigt alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent tout ce qu'on ressent. Mais en plus pour les hommes c'est encore plus compliqué en fait, parce que alors soit il y a moins d'hommes qui sont touchés par l'hypersensibilité, c'est même pas touché parce que c'est même pas le bon terme, c'est pas une maladie, c'est rien. Oui, c'est rien, c'est pas touché, c'est plutôt une facette de la personnalité, et c'est vraiment bien de le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas, qui n'acceptent pas leur sensibilité et qui du coup passent à côté de quelque chose de beau, parce que on voit ça souvent négativement, parce que les gens hypersensibles c'est des gens qui sont beaucoup dans le mental, qui sont beaucoup submergés par les émotions, qui ont beaucoup d'aspects négatifs, qui voient un peu les choses en noir, etc. Mais il y a aussi des tas de choses positives dans la sensibilité. C'est des gens entiers, c'est des gens qui ont qui ont une vraie gentillesse en eux, et qui ont aussi des capacités à faire de grandes choses comme une autre personne. On prend souvent la sensibilité pour une faiblesse. Or, c'est tout l'inverse. Et généralement, les gens qui sont très sensibles sont aussi très intelligents et sont dotés d'une très bonne interprétation et d'un très bon jugement sur les autres, ce qui fait qu'ils réussissent mieux professionnellement. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Mais après, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que si on refoule notre hypersensibilité, ça peut devenir une faiblesse. Mais par contre, si on l'accepte, on la comprend et on l'utilise dans notre vie de tous les jours, ça peut devenir vraiment une force. La plupart des gens, même qui réussissent, on pense que c'est des durs à cuire, pas sensibles, mais au contraire, la sensibilité, ça leur permet d'avoir une sorte de sixième sens. Et il y a beaucoup de bouquins sur l'intelligence émotionnelle, et dans le travail, ça peut vraiment aider. Bien sûr, moi je crois que c'est plus un avantage qu'un inconvénient, même si je l'avoue volontiers que parfois c'est très difficile à vivre. Mais d'un autre côté, ça fait de nous des personnes plus fortes, je dirais, parce que on détecte, on analyse, on est dans l'émotionnel, c'est vivre tout plus intensément, être hypersensible. Et ça, je l'ai compris, grâce du coup à ces médecines un peu parallèles, mais aussi grâce à ma psy, parce qu'elle aussi, elle a su mettre le doigt là-dessus, et ça m'a beaucoup aidée, parce que pendant longtemps, je me sentais différente, et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre, à m'intéresser, à l'accepter, ça a changé ma vie. Voilà. Je m'écoute, c'est-à-dire que des fois j'ai pas envie de faire certaines choses, j'ai pas envie d'aller voir des personnes ou de passer des moments avec trop de monde, j'ai besoin de moments de solitude. Parfois je me sens un peu en décalage dans les discours de certains, parce que les hypersensibles ils détestent l'injustice, c'est quelque chose pour eux qui est inconcevable et ça peut les rendre très tristes. Et du coup ça aide, voilà. Il y a d'autres aspects, ce serait long de parler de l'hypersensibilité parce qu'il y a énormément d'aspects dans l'hypersensibilité, mais je pense qu'à partir du moment où on s'y intéresse, on la comprend et on l'accepte, ça peut être aussi une force. Tout à fait. Et maintenant, on en a un peu parlé aussi avant d'enregistrer l'épisode, mais j'aimerais avoir ta définition du développement personnel. Comment tu vois le développement personnel ? Moi, je pense que c'est une élévation de l'esprit.
Le développement personnel, c'est une chance pour moi d'un jour se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ma vie soit la plus épanouissante possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et je parle peut-être 80% de la population, qui vivent leur vie selon ce que la société attend d'eux. C'est-à-dire avoir un emploi, avoir une maison, avoir un CDI, avoir des enfants, une belle voiture, un chien dans le jardin, et voilà. Et il y a cette part de la population qui commence un jour à se dire « Mais non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai peut-être pas envie d'avoir des enfants et c'est pas grave. J'ai peut-être pas envie de m'acheter une maison, mais j'ai envie de vivre dans une caravane et faire le tour du monde. J'ai peut-être juste envie de devenir une campagnarde et de vivre et d'élever des chèvres. » Je pense que c'est l'opportunité de vraiment se poser la question qu'est-ce qui va me rendre heureuse, qu'est-ce que je veux vraiment, et même si cette question elle fait peur et elle suscite beaucoup de vide au début, parce que quand on passe par le développement personnel, et ben on passe par aussi une phase qui est très compliquée, qui est qu'est-ce que je veux faire. Mais c'est hyper important. En fait, je pense qu'on grandit tous avec un peu une ligne de vie toute tracée. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce que finalement, ce CDI que je voulais tant et qui fait que j'ai une bonne situation, je préférerais pas gagner 2 fois moins, mais être hyper épanouie dans mon travail? Est-ce que cette maison, soi-disant, que je voulais tellement, est-ce qu'elle n'est pas trop grande pour moi? Et finalement, je préférais vivre dans quelque chose de plus petit, mais être aussi plus épanouie. Il y a des tas de questions qui sont avancées quand on fait ce genre de parcours de développement personnel. Et c'est très utile. Et je pense que le développement personnel ne s'arrête jamais. À partir du moment où on a mis un pied dedans jusqu'à notre mort, on se posera toujours des questions sur nous, on essaiera toujours d'être des personnes, le meilleur de nous-mêmes, voilà. Et il y a des personnes, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est qui quand on nous écoute et qu'on n'est pas dans le développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui ont pas pitié, mais qui ont peur parce que en fait, on a une façon de penser qui parfois, par exemple, quand on a 25, 26 ans, ça peut paraître assez étrange, et ces personnes qui ne comprennent pas se disent « Oh mais la pauvre, elle va être malheureuse toute sa vie ». Mais il y a ça aussi, c'est que c'est pas parce qu'à un instant T, on se pose beaucoup de questions et on traverse un moment compliqué que derrière on va pas s'en sortir. Au contraire, en fait, ça nous évite de faire des pétages de câbles à 40 ans ou 50 ans. Et les personnes qui sont plus âgées, c'est ce que tu me disais maintenant tout à l'heure, et moi aussi ça m'est arrivé, quand elles nous voient et elles nous entendent parler, elles nous disent au contraire « Mais mon Dieu, mais vous avez de la chance de vous poser ces questions-là et de réfléchir à ça maintenant, plutôt qu'à le faire en fait à la fin, je dis pas à la fin de sa vie, mais parce que voilà, à la moitié de sa vie, et quand on a éventuellement, c'est pas pas perdre du temps, mais on aurait pu se les poser avant et faire des choses qu'on aime avant en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis il y a des gens qui réagissent très mal à toutes ces questions parce moi je pense aussi qu'on est un peu il y a des gens qui font des effets miroirs en nous, et que il y a des gens qui nous inspirent, et au contraire il y a des gens où on n'a pas du tout envie d'avoir leur vie. Et je pense que ces gens qui ont 50 ans et qui nous regardent nous à 25 se poser autant de questions, ils se disent quelle chance elles ont de pouvoir se les poser maintenant et peut-être évoluer dans le bon sens. Que moi, maintenant que j'ai passé une certaine partie de ma vie, ce sera plus compliqué de changer fondamentalement ce que j'ai vécu. Après, il est vrai que moi, je prends ça vraiment comme une chance. Je veux dire, je pense que c'est pas donné à tout le monde de réfléchir sur soi et de se lancer dans une thérapie, parce que aussi c'est quelque chose qui demande un investissement personnel et financier important. C'est des périodes qui sont vraiment compliquées parce que vous vous sentez vraiment incomprise. Voilà, moi j'ai la chance d'être très bien entourée, mais malgré tout, je me suis jamais sentie aussi seule qu'au moment où j'ai commencé à développer mon trouble anxieux. Donc Mais là, c'est pour ça aussi, le podcast, tout, et c'est pour ça qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui aident par rapport à ça. Je suis pas toute seule, mais c'est de se dire, vous n'êtes pas tout seul et vous inquiétez pas, c'est normal, et peut-être parce que à ce moment, à l'instant T, vous vous sentez incomprise, que vous êtes seule, parce que même Manon, nous on se connaît quand même depuis longtemps quand même, et on s'est reconnecté parce que t'as appris par rapport à mon papa, et c'est là où on a découvert qu'on était en même temps sur le même chemin, on va dire. Et je pense que c'est ce fait de s'ouvrir, et moi c'est ce qui m'a été le plus utile, s'ouvrir aux autres, commencer à discuter avec les autres, faire preuve un peu d'altruisme, s'intéresser vraiment
aux personnes et plus au discours un peu bateau, ça va, oui, ça va. Moi, à un moment donné, on me posait la question, ça va, et j'ai arrêté de répondre oui, pour que les gens s'intéressent vraiment à moi et qu'on discute, qu'on échange. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des tas de gens qui vivent des moments compliqués, des moments d'anxiété, de stress, de mélancolie, de tristesse, de toutes ces émotions négatives qu'on n'ose plus dire. Ben non, en ce moment, ça va pas, je me sens triste. Mais c'est pas grave, en fait. Je trouve que on enferme nos émotions négatives en se disant non, on n'a pas le droit de les vivre, non, c'est pas bien. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on doit toujours montrer la meilleure image, l'image la plus parfaite de nous-mêmes, les plus belles photos, etc. Sauf que c'est pas comme ça. Et je pense que c'est une chance, même si c'est dur, de pouvoir vivre des vrais moments de remise en question existentielle. Et la vie est faite pour moi de cycles. Quand vous arrivez un petit peu à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, il y a ce cycle de remise en question. Quand vous arrivez au milieu de vie, 40-50 ans, il y a des remises en question aussi. Et je pense que toute la vie, en fait, on vit des cycles comme ça qui sont faits pour un peu balayer ces fausses croyances et ces pensées limitantes et nous permettre d'évoluer. Et c'est Laura Nicole, la psychologue clinicienne que j'avais interviewée dans l'épisode 3 du podcast, qui disait que aussi un psychologue, on n'est pas obligé d'aller la voir tout le temps, mais elle a parlé du fait qu'il y ait des cycles. C'est qu'à des moments de notre vie, il va falloir qu'on y retourne, soit parce qu'on est devenu maman, soit parce qu'on a fait un grand changement dans notre vie, ou peu importe, mais on en aura besoin. Et il faut pas avoir peur d'en parler. Alors parfois, ça peut être compliqué, parce que si dans notre entourage, on a personne qui est ouvert à ça, c'est compliqué de trouver à qui s'adresser. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des professionnels comme des psychologues qui peuvent nous comprendre. Oui, et puis c'est surtout que l'image de la psychologue sur les anciennes générations, ils pensent tout de suite psychologue, psychiatre, déjà, ils font pas la différence entre les deux, et vous regardez tout de suite, ouais, mais la psychologue, le psychiatre, c'est fait pour les fous. Non, pas du tout. Il y a des tas de gens qui vont voir des psychologues, il y a des tas de gens qui démarrent des thérapies, et en fait, ils sont bien plus forts que la moitié des personnes qui pensent ça, en fait. Sincèrement, la psychothérapie, c'est très utile. C'est très très utile et pour moi c'est la chose la plus utile que j'ai faite jusqu'à présent. Alors c'est dur parce que moi j'y suis allée du coup durant 8 mois à raison d'une fois par semaine, donc c'est très long, ça a été très dur. C'est cher aussi, c'est des budgets. Cher, bien sûr, c'est ce que je disais, il faut prévoir, faut pouvoir assumer financièrement. Mais c'est le meilleur investissement de ma vie. Mais ça doit pas être parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, ou il y a des personnes, comme on dit souvent, il y a des personnes, on se rend pas compte, on dit ah non mais ça c'est cher. Mais par contre, par exemple, cette personne, elle va aller craquer chez Zara. Après, c'est qu'une question de perspective. Il y a des personnes qui ont vraiment pas les moyens, et là c'est sûr, je peux le comprendre, mais on arrive toujours à se débrouiller. C'est ça. Typiquement, moi, ça représentait un budget de 240 € par mois. Après, tu y allais toutes les semaines, t'es pas obligé. Toutes les semaines. Moi, j'y allais toutes les semaines. Ça représente un budget de 240 € par mois que je ne passais pas dans mes plaisirs personnels. Et puis, il y a des mutuelles qui prennent en charge. Moi, la mienne ne prend pas en charge, mais c'est vrai que... D'ailleurs, je trouve ça vraiment honteux. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une thérapie, qui ont des vraies maladies mentales, hein, parce que le trouble anxieux, etc., c'est des maladies mentales qu'il faut soigner et qui empêchent de vivre beaucoup de personnes, et ça devrait être remboursé. Et c'est bien que tu utilises le terme maladie mentale, parce que je trouve que c'est un terme qui est très peu utilisé, parce que tout de suite on l'associe à le mec qui est complètement fou. Alors que maladie mentale, ça peut être juste par exemple de l'anxiété. Mais ça veut pas dire qu'on est bizarre ou qu'on a besoin d'être soigné par des médicaments ou des choses comme ça, des calmants ou quoi. Non, pas du tout. J'ai jamais pris d'anxiolytique, même si je pense qu'à des moments donnés j'en aurais bien eu besoin, mais j'en ai jamais pris. Et j'en ai une boîte dans mon sac toujours avec moi. Je les ai jamais pris, mais il n'empêche que mon médecin à un moment donné m'a dit que j'en avais besoin, et c'est pas grave en fait. C'est pas parce que dans votre vie à un moment donné vous avez besoin d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de régulateurs de l'humeur ou de choses comme ça, ou même des calmants. Il y a rien de grave à ça, il y a rien de dramatique, et ce qui est dramatique c'est le fait de coller des étiquettes. Oui, c'est ça, de coller des étiquettes aux gens, de ne pas utiliser les bons termes parce qu'on a peur de se dire ah ouais, non, j'ai une maladie mentale. Non, c'est pas ça. Une maladie mentale, c'est comme un rhume, ça se soigne, ça se travaille, et voilà, ce n'est pas grave.
entre guillemets. Et je voulais rebondir sur quelque chose aussi. Alors, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que je ne sais pas toi si tu as eu une mauvaise expérience avec un thérapeute, mais il y a des personnes qui ont, je vais même pas utiliser moins de chance, c'est juste que voilà, c'est comme ça, c'est un parcours et il y a des personnes qui tombent sur des personnes un peu moins bien, on va dire, en tant que thérapeute. Je voulais voir avec toi un peu ce que tu en pensais. Est-ce que tu avais des clés pour trouver son bon thérapeute, si tu étais toujours tombé sur le bon thérapeute? Moi, j'avais testé une personne qui faisait de l'hypnose, avec qui ça s'était pas bien passé. Parmi la médecine un peu la médecine parallèle, disons, mais c'était pas j'ai su tout de suite, parce que moi je marche beaucoup au feeling, et je marche beaucoup au feeling dans tout d'ailleurs. Oui, c'est ça, je regarde les avis, je regarde les photos des cabinets, des gens, etc., enfin des thérapeutes. Ma psychologue par exemple, ça a tout de suite matché. Moi aussi, pareil, j'ai eu parce que j'ai choisi une femme qui avait à peu près qui avait plus d'expérience que moi, donc qui était plus mature, mais qui avait pas 60 ans. Je l'ai pris assez jeune parce que je voulais quelqu'un qui puisse comprendre mes peurs et mes doutes. Mais ça, c'est quelque chose de personnel. Et je connais des tas de gens qui ont commencé des thérapies et qui continuent d'y aller alors qu'ils se sentent mal à l'aise avec leur psychologue, qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir à lui. Alors vous n'êtes pas obligé de déballer toute votre vie à votre psychologue. Si vous voulez garder des aspects de votre vie secrets, vous pouvez. Mais le but quand même, c'est d'aller le plus loin possible dans les échanges pour pouvoir avoir un diagnostic clair et avoir des solutions le plus claires possible. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué, et si vous ne vous sentez pas bien avec une personne, vous n'aurez jamais envie de lui confier tous les aspects de votre vie. Moi, ça a été tout de suite. Ça a été radical et voilà. Et si parfois j'avais des difficultés à exprimer certains sujets, j'écrivais. Je faisais des lettres que soit je lui donnais ou soit je lui lisais en face si j'y arrivais. Voilà, je pense que c'est important aussi de laisser une chance au thérapeute. Quand vous arrivez la première fois, c'est difficile de s'ouvrir à lui. Je pense qu'il faut au moins 2 ou 3 séances avant de savoir si ce thérapeute-là vous convient. Et là, je rebondis aussi sur donc Laura Nicole, qui est psychologue clinicienne. Elle m'a dit quelque chose, c'est le pied à la porte. Et en fait, elle expliquait qu'il y a des personnes qui s'engagent en fait auprès d'un thérapeute et après ils culpabilisent et ils osent pas dire stop quand ils voient que ça leur convienne pas. Ils ont peur déjà de tout recommencer avec un autre psychologue, mais il faut se dire aussi, c'est que ce thérapeute, il est là pour vous faire du bien. Et s'il vous fait pas du bien, il faut arrêter, il faut savoir dire stop. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, il y a eu un moment où j'avais l'impression de plus évoluer avec ma psychologue, et je lui ai dit. Elle me dit, mais vous remettez quoi en cause, mon travail, etc. Je dis, je remets pas en cause votre travail, mais j'ai l'impression qu'on n'évolue plus. Il faudrait peut-être qu'on se réactive à évoluer, à trouver des solutions, se repencher sur les bons sujets, et voilà. Et à partir du moment où je lui ai dit ça, voilà. Et il faut changer cette vision qu'on a de la psychologie où le thérapeute, parce que c'est lui le professionnel, il a toutes les clés. Alors oui, bien sûr qu'il a toutes les clés de la connaissance, etc. Mais à un moment donné, vous vous connaissez aussi. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus vite, d'avancer plus vite, que vous stagnez et que vous avez besoin de meilleures réponses, etc., vous pouvez aussi échanger avec lui et lui dire. Lui vous expliquera son point de vue et peut-être que là, il se dira voilà, pour moi, ma psychologue, c'est un être humain. Peut-être qu'une séance ou deux, on a un peu stagné sur certains sujets et qu'elle s'en est pas forcément rendu compte, ou que moi, j'avais l'impression qu'on stagnait alors qu'on continuait d'évoluer pour elle. Je pense que c'est un échange mutuel. C'est comme dans les relations de couple. De toute façon, dans notre vie, la communication, c'est la base de tout. C'est, voilà, si on communique avec son psy, si on communique avec son copain, si on communique avec ses amis, il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut se sentir mieux. D'ailleurs, dans le livre « Le pouvoir du moment présent », il parle aussi de cette relation qu'ont les thérapeutes avec leurs patients et du fait que les relations sont assez fusionnelles et on s'attache à son thérapeute parce qu'on lui a confié toute notre vie. Et voilà, je pense que c'est très important de voir. Moi, ma psychologue, je suis contente d'aller lui donner mes évolutions, d'aller lui dire que je vais bien, d'aller lui dire ou alors au contraire que là ça va pas. C'est pas une amie, mais c'est quelqu'un qui compte pour moi. Indirectement. Elle a un rôle dans ma vie qui est très important. Alors, on va passer aux questions suivantes. Alors, question suivante. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à une personne qui traverse un moment compliqué et qui ne sait pas par quoi commencer pour aller mieux ?
moi, je vais commencer par vous dire de vraiment ne pas vous sentir coupable, ne pas renfermer vos émotions. Moi, quand j'ai commencé à les ressentir toute cette anxiété, j'ai voulu faire en sorte que, voilà, non, tu n'existes plus, j'ai plus envie d'entendre parler de toi, mais sauf que ça se passe pas comme ça, et plus vous renfermez vos émotions, et plus elles reviennent fortement. Donc je vous dirais d'accepter, même si c'est dur, j'en ai bien conscience parce que moi ça a été très dur, d'accepter cette anxiété, la laisser se manifester, la laisser sortir, parce que réprimer vos émotions, c'est pas quelque chose de bénéfique en tout cas. Et d'arrêter de croire que vous êtes seul. Des gens qui développent un trouble anxieux, ça représente 2 personnes sur 3 en France. Donc 2 personnes sur 3 en France, au cours de leur vie, vont développer de l'anxiété, que ce soit... Il faut bien faire de la différence entre de l'anxiété et du stress, etc., mais vraiment de l'anxiété pure. Il y a 2 personnes sur 3 en France qui un jour vont vont développer de l'anxiété. Donc je trouve que c'est important déjà de se dire que vous n'êtes pas seul et que c'est quelque chose de normal. Les émotions négatives, ça fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas vous poser des questions de votre normalité parce que vous êtes anxieux. L'anxiété, la dépression, la mélancolie, la tristesse, le stress, toutes ces émotions négatives, elles font partie de la vie. Et toutes les personnes qui vous font croire que mais non, enlève-toi ces idées de la tête, arrête de penser, etc. Si c'était aussi facile que ça, on le ferait tous, et c'est pas le cas. Tu as dit un truc hyper important, il faut pas se poser la question de la normalité. En fait, ça c'est un truc hyper important. Mais moi je l'ai vécu et on en avait parlé depuis toute petite. Moi je me demandais si c'était bizarre que j'ai des pensées anxieuses, j'avais peur de certaines choses. Tu penses à des choses bizarres des fois, mais c'est normal. Et en fait, je pensais que j'étais pas normale. Mais en fait, après les petits, c'est différent, c'est plus compliqué de leur expliquer parce qu'ils ont moins accès à plein d'informations. Mais du moment où vous vous posez la question, ah non mais est-ce que je suis normale, on devrait même pas se poser la question en fait. Et n'hésitez pas à parler autour de vous de ça, avec des personnes de confiance bien sûr, et bienveillantes, ou même avec un psychologue. Mais je pense que tant qu'on... elle est un peu loin, mais tant qu'on tue personne, je vois pas pourquoi on se poserait la question est-ce que je suis normale. Alors c'est tout à fait... Alors moi, je peux en parler parce que c'est ce qui m'a amené à consulter une psy. En fait, il y a les personnes qui développent des maladies psychiatriques sévères. Elles ne se rendent pas compte qu'elles deviennent... fou ou folle. Donc à partir du moment où vous vous posez cette question et que vous vous dites est-ce que là je suis normale d'avoir telle et telle pensée, oui. Moi il m'est arrivé d'avoir des pensées des fois où je me demandais si j'allais pas devenir donc folle, si j'allais pas devenir une tueuse, si j'allais pas devenir je sais pas, tout et n'importe quoi, tout me passait par la tête, même les pires choses, et en fait vous avez peur de la peur, en fait, tout simplement. Vous avez ce qui vous met dans des états comme ça, c'est cette peur de perte de contrôle et d'un jour de ne plus vous maîtriser. Et en fait, l'anxiété part de ça, en fait. Vous avez peur de devenir une mauvaise personne parce que vous avez peur que vos pensées se réalisent. Sauf que vous vous rendez compte que dans 99% des cas, vos pensées, elles ne se réalisent jamais. Elles sont là, elles passent. Et voilà, et plus vous leur donnez de l'importance, et plus vous les ancrez profondément, et plus elles vous font peur, et plus vous développez de l'anxiété. Et c'est hyper important ce que tu as dit, c'est que souvent, les personnes qui sont réellement folles ou fous, ils s'en rendent pas compte. Oui, ils s'en rendent pas compte. Alors, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'anxiété, etc. Mais moi, ma psy, elle m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me consulter en me disant... je crois que je deviens schizophrène par exemple, il s'avérait qu'elle devenait schizophrène. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en pensant qu'ils sont en train de devenir fous et en fait ils ont juste très peur, ils ont développé un trouble anxieux autour de ça. Est-ce que tu as un autre conseil à rajouter? Je sais pas si... Oui, le troisième, c'est vraiment de vous dire qu'il y a un après ces moments difficiles, parce que moi sincèrement je me suis dit mais je peux pas vivre comme ça. Alors je vais pas penser au suicide, hein, mais je me suis dit que c'était pas possible de continuer à vivre comme ça et que si toute ma vie était rythmée par mes angoisses, je pouvais pas vivre comme ça, voilà, tout simplement.
Et ça a été très compliqué parce que c'était toute la journée non-stop, et puis après c'est devenu quelques jours par semaine, et puis après quelques heures, et puis ça s'est espacé, et puis maintenant je les gère plus du tout de la même façon parce que j'ai appris à vivre avec et à faire en sorte que mes pensées et mon mental ne prennent plus le dessus comme ils pouvaient le prendre avant, et ça c'est très compliqué à faire. Mais en tout cas, il y a un après, il y a une suite, il y a une réussite. Je veux dire, cette sensation de joie, cette sensation de bonheur qu'on peut perdre petit à petit, elles reviennent. Voilà. Donc moi, si on m'avait dit à l'époque, ok, c'est difficile maintenant, mais garde en tête qu'il y a quelque chose de positif à la clé, j'y aurais pas cru, et c'est la vérité. Par contre, il y a vraiment quelque chose de positif à la clé, il y a vraiment un sentiment de bien-être. Et c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête pendant ces périodes-là. Mais c'est sûr que quand on traverse un moment très compliqué, même moi, après la mort de mon père et quand je suis partie en dépression, j'étais persuadée que ça allait pas aller mieux, ça pouvait pas revenir mieux. Moi, je pensais, oui, pareil, que je serais plus jamais heureuse, que je serais tout le temps triste, que j'aurais tout le temps envie de pleurer, que je serais tout le temps anxieuse pour un tas de sujets. Sauf que c'est pas vrai. Il y a un après qui peut être plus ou moins long, mais laissez-vous du temps. C'est pas parce que chez certaines personnes, ils ont fait une thérapie, en 2 mois c'était terminé, que chez vous ça peut durer plus, ça peut durer moins. Chaque être humain est différent. Donc déjà, gardez en tête qu'il y a du positif à la suite, c'est sûr. Et moi, il y a une citation que j'aime bien, c'est « Rien n'est permanent et tout peut être changé pour le meilleur ». Et je trouve que c'est tellement parlant, mais c'est sûr que quand on est dedans, c'est compliqué. Mais je vous assure que, voilà, c'est vrai. Si tu pouvais faire un voyage dans le temps et que tu pouvais te retrouver face à la Manon du passé, à n'importe quel moment du passé, quel conseil tu lui donnerais et à quel moment aussi tu irais la voir ? J'irais la voir beaucoup plus jeune, peut-être au début des études supérieures, parce qu'on est un peu dans une période un peu insouciante, on suit ses études, on est un peu... voilà. Je lui dirais de croire en ses rêves, de suivre ce qu'elle a vraiment envie de faire et de ne pas écouter les autres. Voilà, d'apprendre à dire non, chose que je fais très rarement. Je dis jamais non aux gens que j'aime, voilà, et apprendre à dire non et à réfléchir correctement. Parce que la vie ne nous offre pas beaucoup d'opportunités de se poser, de prendre le temps de réfléchir et de se dire quel est le bilan de ma vie et qu'est-ce que j'aurais envie de tirer comme conclusion au moment du départ fatidique, on va dire. Donc vraiment réfléchir à tout ça, voilà, qu'est-ce qui constitue mon bonheur, sans que ça devienne une question obsédante, parce que je pense que le bonheur ça se vit chaque jour un petit peu. Il faut aussi faire la part des choses et se poser les vraies questions. Est-ce que c'est vraiment l'emploi que j'ai envie de prendre ? Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'habiter ? Est-ce que c'est vraiment l'homme avec qui j'ai envie de partager ma vie ? Toutes ces questions que parfois on ne se pose pas parce qu'on est à 100 à l'heure dans notre vie. Mais je crois aussi beaucoup au fait que rien n'arrive par hasard dans la vie. Et moi, j'ai vécu cette anxiété avant d'acheter ma maison, et elle m'a ouvert les portes du développement personnel et de cette remise en question profonde qui est très intense, et qui m'a permis de devenir une toute autre personne. Je ne serai plus jamais la même fille que j'étais il y a 1 an en arrière, même si ça a été très dur, et même si il y a des moments très négatifs, il y a du positif à la fin. Et ça, c'est important aussi de se dire, c'est que c'est tellement mal vu, souvent on dit entre amis, surtout quand on est jeune, « Ah, mais t'as changé ». Mais dans tous les cas, au cours de sa vie, on change, on évolue. Et au fond, il y a la Manon de maintenant, elle a au fond toujours un peu existé, sauf que tu la faisais taire, j'imagine, hein, mais enfin voilà, que c'est une image, mais tu la faisais taire alors que tes valeurs, tout ça, elles ont toujours été en toi. Oui, et en même temps, les valeurs, c'est très difficile à définir, je trouve. Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce qui te motive ? Voilà, quelle image tu as envie de faire paraître ? Voilà, je pense qu'il y a des questions qui se posent, des vraies questions existentielles, tout simplement. Hein. C'est une vraie crise existentielle que moi, personnellement, j'ai traversée, et qui permet d'amener les bons sujets sur la table. Voilà. Et juste pour... clôturer tout ça, c'était juste pour préciser, parce qu'on en a parlé avant l'interview. Toi, on parlait de tout ce qui était coaching, et c'est vrai que dans le développement personnel, vu que c'est à la mode, maintenant on voit vraiment de tout, et on voit un peu le côté pervers du développement personnel, où souvent c'est des personnes qui parlent, ça va très loin, et souvent en fait, elles savent pas vraiment de quoi elles parlent. Est-ce que tu peux nous donner un peu juste ton avis ? Moi, je crois qu'il y a une limite entre le développement personnel et la vraie vie.
tout simplement, parce que oui, peut-être que j'aurais envie de changer de travail ou de faire certaines choses, mais d'un autre côté, j'ai un CDI, j'ai un crédit à payer, j'ai besoin de manger, enfin voilà, j'ai besoin de faire des choses au quotidien. Donc il faut le faire, mais petit à petit, intelligemment, faut pas brûler les étapes. La moitié pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, la moitié des coachs de vie tirent leurs enseignements de grands livres qui ont été écrits par des auteurs qui ont fait des années et des années de recherche sur des sujets qui sont très passionnants et que vous pouvez mettre en place sans avoir besoin de payer quelqu'un pour vous dire il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Pour moi, vous avez la force, on a tous la force en nous-mêmes de changer fondamentalement notre vie, de éliminer les pensées limitantes, de faire en sorte que l'ego et le mental restent à leur place et de ne pas les écouter et de vivre les choses qu'on a envie de vivre pleinement sans pour autant balayer toute sa vie du bras, quitter son conjoint, vendre sa maison, partir à l'autre bout du monde dans un van, etc. Enfin, je pense qu'on peut le faire de façon intelligente et réfléchie, et parce que de toute façon, il y a la réalité aussi de la vie qui fait que on paye des impôts, on doit travailler, on doit financer notre vie, voilà. Donc je pense qu'il y a une limite à tout ça, c'est qu'il faut pas non plus que ça devienne une obsession et que vous gravissiez une montagne du bonheur dont vous n'arriverez jamais au sommet de toute façon, parce que je pense qu'il n'y a qu'à la fin de notre vie qu'on pourra se regarder en arrière et dire est-ce que je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli, est-ce que j'étais vraiment heureuse, etc. Le but, c'est de faire des choses qui vous rendent heureux et d'en avoir conscience. Et de ne pas toujours chercher plus haut, à chercher à faire mieux. C'est là où le côté pervers du développement personnel, il y a deux choses. C'est que, premièrement, moi, je l'ai compris. Je l'avais déjà compris, mais Saul, le dessin animé, je trouve qu'il appuie dessus. C'est du fait que le bonheur, de toute façon, comme tu l'as dit, on grimpe pas une montagne, on arrive en haut, on a le bonheur. Le bonheur, c'est au fur et à mesure, dans ta vie, tous les jours, il y aura des petits instants de bonheur. On ne peut pas être dans le bonheur H24. Et c'est là où il y a le côté pervers de tout ce qui est coaching, c'est que en fait, c'est pas quelqu'un qui va vous donner le bonheur, encore moins. C'est pas quelqu'un qui va décider de changer votre vie. Il y a par exemple des outils, c'est comme moi je le dis, le journal pour soi, c'est pas une méthode miracle qui va changer votre vie, dans tous les cas. Ça va vous aider à avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle perspective sur les choses qui vous entourent. Mais le but, moi je suis pas sur le je vais changer votre vie, je vais faire de la magie, tout ça. On croit à tout ce qu'on veut, mais c'est pas quelqu'un qui va changer votre vie ou venir vous sauver. Et c'est là où des fois tout ce qui est coaching, c'est un petit peu, je trouve, pas forcément très sain, parce qu'on vous dit je vais changer ta vie, je vais machin. Mais non. En fait, c'est à nous aussi de cultiver. Et moi, je vois, j'ai surtout des jeunes filles qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux et qui me disent mais comment on fait, par où je commence? Et on le voit. Et moi, j'étais pareil. En fait, on ne sait pas par où commencer concrètement. Oui. Et alors moi, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui souffrent d'anxiété ou de TOC, comme on l'a décrit, déjà, c'est de ne pas vous renseigner sur Internet. Chose que tu as fait. Chose que j'ai fait, mais que je ne conseille pas. Après, il y a Internet, il y a Doctissimo, Google et... Voilà, il y a Internet et il y a Internet. Il y a deux types de choses sur Internet. N'allez pas sur des forums où les gens racontent leur vie, expliquent leurs symptômes et attendent des autres personnes qui ne sont pas formées à ça répondre. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, sur YouTube, il y a Didier Havé, psychologue, qui explique tous ces troubles anxieux, le stress, la dépression, les TOC, tout ça. Ces vidéos sont très bien, sont très courtes et peuvent vous aiguiller. Après, vous pouvez pas vous auto-diagnostiquer parce que vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre. Donc, si vous n'avez pas le temps et les fonds financiers pour vous rendre chez un psychologue, commencez à vous ouvrir à vos proches. Moi, ça a été des collègues de travail, ça a été ma famille, ça a été mon conjoint, ça a été des amis. Il y aura toujours quelqu'un qui passera un moment compliqué ou qui a déjà vécu des moments compliqués comme les vôtres et qui saura vous écouter et vous aiguiller. Et pas quelqu'un qui crie dans une vidéo qu'elle va changer sa vie. C'est ça. Et c'est vrai que, moi, il a été la plus grande des étapes et celle qui a été la plus bénéfique, c'était de me dissocier de mon mental. Moi, j'avais l'impression que quand on pensait quelque chose,
c'était pas pour rien, que ça avait du sens, etc. Et c'est pour ça que j'ai longtemps cru que mon mental était là pour m'aider et qu'il m'apprenait beaucoup de choses, etc. Et que je devais l'écouter tout le temps, voilà. Sauf qu'à partir du moment où vous comprenez que votre mental, il faut le dissocier. Moi, il y a un livre où il parle de ça, alors je sais plus lequel, où ils disent de voir son mental comme une personne à part entière à l'intérieur de nous. C'est ce que j'allais dire, le personnifier en fait. C'est ça. De le prendre un peu de haut, cette personne, de la regarder un peu en hauteur et de l'écouter penser et d'identifier ses pensées, mais sans lui répondre, parce que là où ça devient conflictuel avec le mental, c'est quand il nous met des fausses idées dans la tête et que nous, on a envie de le contrer. L'anxiété part de là, hein, tout simplement. Et d'un autre côté, maintenant avec du recul, je vous dirais aussi d'inviter ce personnage à part entière dans votre tête à s'asseoir autour de la table ronde. Il me fait penser un peu au film Vice Versa de Disney, où il y a tristesse, justement, il y a joie, etc. Il y a toutes ces émotions, et on se rend compte à la fin que joie fait partie des émotions que doit vivre une personne. Et ben, cette partie anxieuse, stressée, qui émet des pensées négatives doit aussi faire partie de vous. Et vous ne devez pas la réprimer, la laisser s'exprimer, la laisser avoir peur, sans pour autant l'enfermer dans un coin de votre tête et ne plus jamais l'écouter. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donnerais. Et pareil, je rajoute toujours, c'est le fait de personnifier son mental, son ego, ça ne veut pas dire qu'on est fou, qu'on est plusieurs dans notre tête. Enfin voilà, c'est juste que c'est pour aussi ne plus être dirigé par son mental et son ego. C'est ça. Et puis votre mental peut vous descendre votre vie sur tous les points, hein, peut vous dire que vous n'êtes pas heureuse, que ci, que ça. Et à partir du moment où vous détachez de tout ça, vous commencez à vivre votre vraie vie, et là, votre moi, votre vrai moi intérieur prend le dessus, et vous avez vraiment les pensées adaptées. Alors pour terminer les interviews, j'aime bien poser 2 petites questions. Alors ma première question, et je sais que tu vas avoir une réponse à ça, y a-t-il un livre qui a changé ta vie ? Alors peut-être pas changé ta vie, mais des livres qui t'ont marqué. Oui, alors il y en a plusieurs. Hein. Y a le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, le livre numéro 1, qui parle justement de ces gens qui se mettent au développement personnel et qui du coup se frottent à cette étape compliquée. Et il le résume très très bien, et il a les bons mots les plus justes pour moi. Le pouvoir du moment présent, pour moi, ces 2 livres, c'est vraiment mon mantra du développement personnel. Le pouvoir de l'instant présent, tout le monde en parle, Bouddha en parle, les plus grands hommes, les plus spirituels en parlent. C'est vraiment quelque chose d'important, et ce livre nous permet de comprendre comment l'appliquer. Le troisième, c'est Je pense trop, de Christelle Petit-Colin, qui parle de l'hypersensibilité, de ces gens qui ont des pensées à foison, et qui vous invite à découvrir qu'est-ce que l'hypersensibilité, et si vous pouvez vous identifier à ça. Voilà. Et en ce moment, je lis Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je pense qu'il sera très utile aussi. Donc, il décrit un peu des gens qui ont vécu des choses très négatives dans leur vie et qui pourtant restent très positifs. Et du coup, comment adapter ses pensées face aux difficultés de la vie, tout simplement. Et donc, ma question suivante, as-tu une citation qui t'a marqué et que tu aimerais partager avec nous ? Là, j'ai pas d'auteur, mais je la trouve trop bien, celle-là. C'est La joie, c'est de l'angoisse bien habillée. Je la trouve vraie, totalement vraie. Et il y en a 2 de Bouddha que j'aime bien. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. Parce que c'est un mantra de vie totalement vrai. Et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Voilà. Pour moi, c'est les 2 meilleures expressions de Bouddha, surtout la dernière, parce que toute notre vie, on est le changement pour moi. Et mon père, un jour, m'a dit une phrase très philosophique. Il m'a dit, tu sais, tu as 25 ans aujourd'hui, si tu avais à 15 ans écrit une lettre à la fille que tu es à 25 ans, je pense que voilà, tu ne serais pas la même personne que tu espérais. Et si aujourd'hui tu en écris une à la fille que tu seras à 35, je pense que ce sera exactement pareil. Donc n'aie pas peur de la vie et vis-la à fond, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Manon, merci pour toute ta franchise et le partage que tu viens de faire. Merci Amandine pour tout ce que tu fais aussi, parce que c'est très bien, très beau, très utile.
Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.